Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour, bienvenue dans Pourquoi pas moi? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au métier manuel. Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AUI. Nous irons à la rencontre de Christophe Lebihan, réparateur de vélos. Ensuite, Léane Pinel, entrepreneur dans la mode. Et pour finir, Jérôme Bertouli, transformateur de fruits et légumes, accompagné de Jeanne Murat, éducatrice technique spécialisée. Bonjour Christophe. Bonjour. Dans un premier temps, j'aimerais que vous m'expliquiez quelle est votre maladie, votre pathologie. Ma pathologie, c'est la maladie de Stargardt. Vous pouvez expliquer en quoi ça consiste comme pathologie? Je vois ni de loin, ni de près, puis je vois tout trouble. J'ai la macula qui est un petit peu obstruée. Et ça vous est arrivé à la naissance ou en grandissant? Non, c'est de naissance. Que faites-vous dans la vie? Quel est votre travail? Là, actuellement, je suis mécanicien cycle à l'atelier de la Villette. Pourriez-vous nous expliquer quelle a été votre scolarité, votre parcours? Mon parcours, j'ai été scolarisé en milieu ordinaire. Je n'ai jamais eu de contact avec des non-voyants ou malvoyants. J'ai passé 2 CAP, j'ai été cordonnier pendant 30 ans. Et ma vue a baissé. Et puis, au bout d'un moment, il a fallu que je change de métier. Et comment est-ce possible de ne pas avoir d'aménagement et d'adaptation lorsqu'on a ce handicap depuis tout petit? Ça a été très compliqué, ouais. J'avoue. Mais aucune adaptation n'a été faite, ou demandée. Les professeurs, ils voulaient me mettre en milieu adapté, mais mes parents ont toujours refusé. Vous m'avez dit que vous aviez fait 2 CAP. Alors, j'ai un CAP d'ajusteur-tourneur et un CAP de cordonnier. Mais le premier paraît complètement paradoxal. Et là, j'ai pas eu le choix. C'était une orientation faite par le collège. Ça me paraît sidérant. Et ensuite, la cordonnerie, comment est-ce que vous avez atterri, si je puis dire, dans ce domaine? Alors, dans ce domaine, j'ai atterri par le biais de mon père. Et c'est quelque chose qui vous a plu? Ouais. Ça m'a vraiment beaucoup plu, ouais. Déjà, de par le fait que c'est un travail manuel. Et puis après, il y a le contact client. Racontez-nous la suite, parce que l'histoire de la cordonnerie ne s'arrête pas là. Vous avez créé un petit empire. Un petit empire, plus ou moins, ouais. Vous avez travaillé avec des associés? Ouais, avec des associés, ouais. On avait 5 boutiques. Et combien de temps avez-vous travaillé dans ces centres commerciaux? 30 ans. Et ensuite, racontez-nous, je sais que vous avez eu un rendez-vous qui a été très brutal et difficile psychologiquement auprès de la médecine du travail. Auprès de la médecine du travail, oui. Disons que... Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans boulot. C'est-à-dire... Et en plus, on vous laisse comme ça à l'abandon. C'est-à-dire que si je comprends bien, lors de la visite, elle a vu votre dossier médical et elle vous a dit vous êtes inapte. Vous ne pouvez plus travailler dans le domaine. C'est ça. Quel âge aviez-vous? J'avais 44, 45 ans. Et qu'avez-vous fait par la suite pour rebondir? Ça a été très compliqué. Donc, j'ai commencé par m'inscrire à Pôle emploi. Pôle emploi, après, ils m'ont dit, vu votre handicap, il faut aller à Cap emploi, que je connaissais pas du tout. Cap emploi, je suis tombé sur une personne franchement géniale. Et c'est elle qui m'a aidé à faire toutes ces démarches vis-à-vis de la MDPH. Et ça a pris beaucoup de temps, ces démarches, auprès de cette personne bienveillante? En tout et pour tout, rien que pour avoir le stage, ça a pris 5 ans. 5 ans, donc ça veut dire que pendant 5 ans, vous êtes j'ai rien fait. Voilà, resté isolé, sans travailler. Ouais, sans travailler. Donc, expliquez-nous actuellement ce que vous faites si vous travaillez. Là, oui, actuellement, je travaille. J'ai signé un CDI. Je suis mécanicien cycle. On est partenaire avec le Véligo. Là, c'est la région qui loue des vélos. On fait des réparations aussi. On est ouvert aux particuliers. On électrifie des vélos. Et oui, je peux dire que j'ai envie, ouais. Et ça vous plaît? Oui, ça me plaît, oui. Ah oui, ça me plaît, ouais. Donc, en fait, malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, vous diriez que vous êtes à votre place en tant que malvoyant dans ce domaine ou pas? Ouais, je suis à ma place, oui. Et alors, expliquez-nous comment vous réparez les vélos. C'est au toucher et à l'oreille. Vous travaillez avec un binôme, c'est ça? Oui, on est 2. Et la personne est malvoyante ou non-voyante? Non-voyante.
Quel serait le conseil que vous aimeriez donner à une personne qui aurait un profil encore plus particulier que la majorité d'entre nous, le vôtre, par rapport à cette reconversion? Ce que j'aimerais dire, c'est de ne rien lâcher et d'insister. Et de se renseigner aussi ou pas? Ah oui, bien sûr, oui. Je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Et donc, À partir du moment où il y a quelque chose qui lui plaît, qui nous plaît, il faut y aller à fond, à 100%. donc vous diriez que c'est possible. Ah, tout est possible, si on s'en donne les moyens. Et vous êtes nombreux en France à travailler dans ce domaine? Non, très peu, mais il y a une demande qui est en pleine explosion justement dans le réparatontique, vu que de toute façon ça va être le moyen de transport de l'avenir. Et il y a une grosse demande de mécaniciens cycles malvoyants et non-voyants. Quand une personne bienvoyante vous donne son vélo à réparer, quelle est sa réaction quand elle se rend compte que vous êtes malvoyant et votre collègue aveugle? Ils sont épatés. Ils sont épatés, ils sont admiratifs parce qu'ils ne comprennent pas, parce que déjà eux-mêmes, ils ont un peu de mal à réparer les vélos, et ils ne comprennent pas comment des non-voyants et des malvoyants puissent réparer des vélos. Donc ils sont assez admiratifs. Ouais. Donc il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de discrimination dans ce sens-là. Non, pas du tout. Non. Merci Christophe pour votre témoignage. Je vous en prie. Nous allons à la rencontre de Léane, entrepreneur dans la mode. Bonjour Léane, dans un premier temps, j'aimerais que vous vous présentiez s'il vous plaît. Bonjour Caroline, eh bien je m'appelle Léane, j'ai 30 ans, je suis lyonnaise, je suis malvoyante depuis 11 ans et malentendante depuis 25 ans. J'ai 2 handicaps invisibles. Quel est cet handicap invisible? J'ai le syndrome de Usher qui est une rétinite pigmentaire et elle affecte la vue et l'ouïe petit à petit. Et donc j'ai une cécité qui est nocturne et un tout petit champ visuel restreint, donc j'ai pas de vision périphérique. Donc à terme, je deviendrai aveugle et sourde. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, votre passion qui est devenue votre métier. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors, la passion, oui, de la couture, je l'ai eue depuis quelques temps. Déjà par ma grand-mère qui travaillait chez la ligne Roset et qui m'a appris à faire les petites coutures. Et au lycée, quand j'ai voulu me tourner vers un bac pro, j'ai décidé de faire le métier de la mode en vêtements. Donc voilà, c'était vraiment une passion. Donc cette passion existe dans votre vie depuis toujours. Et comment avez-vous réussi à en faire votre domaine de prédilection avec le handicap? Puisque forcément, c'est visuel, c'est l'image, donc ça peut paraître antinomique. Oui, c'est vrai. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu la chance de faire mon métier, mon diplôme en métier de la mode quand je voyais encore très bien. Et en fait, ce qui m'a rapprochée, c'est quelques années après, j'ai eu une dégradation visuelle et ce qui m'a valu de reprendre contact avec la canne de détection. Et c'est là que je me suis rendu compte, comme je suis du genre plutôt quelqu'un perfectionniste, organisé, je me suis rendu compte en fait qu'il manquait des accessoires pour pouvoir utiliser la canne en toute sérénité et selon ses besoins. Donc voilà. Donc en plus avec la mode, j'avais envie d'avoir des accessoires qui soient jolis pour pouvoir se montrer dehors. Donc c'est vraiment des accessoires pour transporter la canne, entre autres. C'est un genre d'étui, si je devais résumer, comme pour les parapluies en fait, mais que vous customisez, oui. Que vous rendez design et fashion pour les malvoyants et les aveugles, c'est ça? Oui, après, il y a plusieurs modèles de pochettes. Il y en a qui peuvent être donc simplement, comme tu dis, des housses. Et sinon, ça peut être aussi en bandoulière pour avoir les mains libres ou pour la personne qui est sourde et qui signe et qui a besoin d'avoir les mains libres. Et puis aussi pour l'aspect hygiénique, parce qu'on se rend pas compte, mais la canne, on l'utilise, elle est tout le temps au sol. Et dès qu'on veut la ranger, par exemple, dans son sac à main, c'est vrai qu'on est un petit peu pas très chaud pour la ranger dans la canne, dans le sac, pardon. Donc voilà. C'est aussi intelligent qu'ingénieux. Mais avant d'inventer en fait ces étuis, comment en êtes-vous arrivé là en termes de formation? Vous êtes passé par un centre de formation, un centre de rééducation pour malvoyants et aveugles? Oui, pour accepter un petit peu mieux la maladie, on va dire, et puis même pour anticiper pour plus tard. Après, au fur et à mesure, je me suis renseignée vers des structures
c'est-à-dire la Chambre des métiers de l'artisanat. Et c'est là où j'ai compris qu'ils proposaient une formation qui est également gérée par l'AGFIP. Donc vraiment un accompagnement personnalisé pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que ce centre a un nom à Lyon? Oui, ça s'appelle la FIDEV. Ouais, ils m'ont vraiment donné ce petit espoir, enfin, comment dire, cette petite étincelle pour dire que oui, tout est possible, que l'entrepreneuriat n'est pas forcément un frein, mais plutôt une source d'inspiration, d'innovation. Et il y a d'autres choses que par la suite, vous aimeriez proposer à notre communauté? Oui, alors j'ai d'autres produits, c'est plutôt une gamme de bagagerie que je propose. Et en fait, c'est pour pallier au handicap invisible. Je leur propose de matérialiser leur handicap pour se déplacer en sécurité et permettre aux autres d'en prendre conscience avec un petit truc en plus qui était un écusson détachable, donc en velcro, et qui représente un pictogramme. Donc dans mon cas à moi, ça va être l'œil barré et l'oreille barrée pour expliquer que je suis déficiente visuelle et, euh, et auditive, surtout dans les lieux publics. Un repère pour que l'on sache en fait que vous avez un handicap invisible. En dehors de votre métier, qui est votre passion, vous êtes devenue militante. Oui, oui. Mais je crois que j'ai toujours eu ce côté militant et j'ai compris qu'avec l'entrepreneuriat, je pouvais vraiment l'exploiter à fond. Et la question que je me posais, êtes-vous la seule en France à proposer ce genre d'accessoires? On est quelques-uns, mais à la différence de mes concurrents, c'est que je propose vraiment un produit qui est esthétique. Et moi, ce que je propose, c'est vraiment de faire faire confectionner mes produits dans des ESAT ou par des personnes en situation de handicap et avec des tissus qui sont recyclés. Donc vraiment faire un produit fini qui vient de Lyon. Puis vraiment faire travailler les personnes en situation de handicap, pour moi, c'est super important. J'ai déjà été pendant 2 ans confrontée à la discrimination, aux préjugés dans le monde du salariat. Et j'avais vraiment envie de donner cette chance à ces personnes-là. Et par la suite, est-ce que vous aimeriez étendre ce projet, parce que ce que vous proposez est assez inédit et ça paraît tellement logique? Bah, là, en ce moment, je fais à mon échelle, donc j'attaque vraiment Lyon. Mais sinon, ce que j'aimerais, c'est oui, faire développer tout ça à l'international et même national avant ça. Mon ambition, c'est que mes accessoires de mode puissent, comment dire, on puisse les retrouver n'importe où, dans chez n'importe quel distributeur. Et puis même faire des collaborations avec des marques de mode. Et justement, comme nous sortons d'une séquence internationale avec entre autres les Paralympiques, est-ce qu'un événement aussi hors norme vous intéresserait pour mettre en lumière, pour rendre visible votre marque? C'est quelque chose qui vous intéresserait en termes d'exposition? Oui, totalement. Comme beaucoup de gens, cet été, moi, j'ai regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques et j'ai vu des sportifs déficients visuels qui avaient leur canne et j'ai bien vu qu'ils savaient pas trop comment, l'arranger. Et c'est là où je me suis rendu compte que mes produits pouvaient vraiment avoir un intérêt. Donc c'est vrai que mon objectif, c'est quand même d'imposer mes produits au prochain JO. À Los Angeles en 2028. Pour vous soutenir et découvrir vos créations, pourriez-vous nous donner l'adresse de vos réseaux sociaux, s'il vous plaît? Alors oui, vous pouvez suivre ma marque qui s'appelle Yeux de l'Esprit. Vous pouvez me suivre donc sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Comme nous arrivons à la fin de l'interview, est-ce que vous auriez un message à transmettre des gens auxquels vous pensez en termes de remerciements? Oui, j'ai beaucoup de personnes à remercier parce que c'est vraiment eux qui m'ont poussé vers l'entrepreneuriat. Et en premier, moi, je voulais remercier l'équipe de la FIDEV qui a toujours cru en moi. Puis après, Céline Varenne-Souchon, qui est fondatrice d'une agence de design sociétal. Donc, elle s'occupe de l'accessibilité en ville, donc un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et elle aussi m'a soutenue dans mon projet. Après, j'ai la Chambre des métiers de l'artisanat et HUP et évidemment Lyon Startup. Voilà. Et aussi toute ma famille, évidemment. On vous encourage. C'est un beau projet. Merci beaucoup pour votre témoignage, Léane. À bientôt.
Merci beaucoup, Caroline. Et vu que vous travaillez avec des ESAT, nous allons désormais à la rencontre de Jérôme et de Jeanne, travaillant à l'ESAT Escolor. Bonjour Jeanne, bonjour Jérôme, merci de participer à ce podcast. Jérôme, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre handicap visuel, s'il vous plaît? Mon handicap visuel, c'est une rétine pigmentaire. Et au quotidien, vous utilisez une canne blanche, vous êtes aidé d'un chien Oui, guide? oui, oui, oui. La canne? Bon, dans l'établissement, non, pas l'utilité, mais sinon, à, à Billon, eh ben oui, je m'en sers. Là où vous vivez, vous avez besoin de la canne pour vous déplacer. Ouais. Oui. Jeanne, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre rôle auprès de Jérôme, s'il vous plaît? Moi, je suis éducatrice technique spécialisée. Donc, j'accompagne Jérôme au quotidien sur son activité professionnelle. On est présent sur les mêmes horaires quasiment, hein, mais je peux être présente toute la journée à leur côté s'il y a besoin de formation ou d'accompagnement plus individuel ou plus renforcé. Ou autant, je peux être là que de manière ponctuelle en fonction des besoins. Justement, Jérôme, quel est votre travail et où travaillez-vous, s'il vous plaît? Et mon travail, ben moi, mon travail, c'est ouvrier en transformation fruits et légumes. Mon travail consiste à transformer des fruits et légumes en produits, en soupe, en compote, voilà. Jérôme, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les tâches que vous devez faire pour la conserverie? Eh ben, lavage des légumes, Oui. découpage des légumes, mise en cuisson, après, raffinage du produit. Avant-dernière étape, le capsulage du produit. Et la dernière étape, là, c'est la stérilisation. Et depuis combien de temps travaillez-vous dans cet établissement? Ça fera 7 ans au mois d'octobre, Mais comment est-ce que vous avez connu cet ESAT? par des connaissances. Par des connaissances. Et ce que vous faites vous plaît? Ah oui, j'adore ce que je fais. Et vous travaillez en équipe ou vous êtes tout seul? Pour qu'on essaye de comprendre un En peu. équipe, En en équipe. équipe, en équipe. Ouais. Qu'est-ce que vous a apporté le fait de travailler dans cet ESAT? C'est de l'autonomie, c'est de l'indépendance? Autonomie, indépendance, et puis la qualité du travail aussi. Et vous êtes nombreux à travailler là-bas, en tout, toute l'équipe. En travailleur, ouais, on a une sédantaine. Et sur la conserverie. Ça conserverait, 12, 10, 12. Et si vous aviez des conseils à donner à des jeunes ou à des personnes qui aimeraient se reconvertir dans le même domaine, faire le même travail que vous, quels seraient-ils? Motivation. Motivation. Oui, ouais, oui. Ouais, il faut être motivé parce qu'on est debout toute une journée, hein. Jeanne, quel est le lien qui s'est installé depuis tant d'années avec Jérôme ainsi que les autres salariés? C'est un lien professionnel. Bien sûr. Mais après, c'est vrai que depuis le temps qu'on se connaît, et puis on n'est pas dans un milieu professionnel lambda, hein. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de faire attention à chacun et de prendre soin d'eux aussi. Donc c'est vrai qu'on se connaît bien, que je connais un petit peu les difficultés que chacun peut rencontrer, que Jérôme peut avoir. Donc donc c'est un lien quand même de proximité, professionnel, mais de proximité. En quoi est-ce que c'est différent d'une autre entreprise, d'un autre cadre? Alors, un ESAT, c'est un établissement qui accueille des adultes en situation d'handicap et qui leur propose des activités professionnelles. Donc, c'est un établissement qui permet à des personnes qui n'ont pas accès au milieu ordinaire d'avoir un emploi, de travailler et dans des conditions favorables pour eux. Mais c'est aussi un établissement où il se passe plein de choses. On sort un peu du cadre professionnel. Nous, l'atelier conserverie apporte aussi à Jérôme des choses sur le plan personnel. Et c'est un vecteur pour nous. Enfin, l'atelier, c'est un outil pour travailler d'autres choses, c'est un outil à la relation. Et Jérôme n'a pas dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a aussi, depuis qu'il travaille en ESAT, une fierté qu'il peut ressentir, Évidemment. qu'il n'avait pas peut-être avant, une valorisation, une reconnaissance de ses compétences, qui sont très importantes. Est-ce que vous faites des portes ouvertes, par exemple, pour que les gens se rendent compte du travail effectué par Jérôme et ses camarades? Voilà, c'est une de nos missions et nous, on est assez quand même actifs là-dessus. Donc oui, on fait des portes ouvertes, mais ça, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut faire.
On fait des détachements. Toutes les semaines, on va travailler dans des entreprises extérieures avec du coup des personnes extérieures. Donc on fait des prestations de services à l'extérieur. Est-ce que ça apporte un autre regard sur le handicap visuel? Oui, complètement. Les gens sont stupéfaits de voir Jérôme et ses collègues travailler quand c'est la transformation alimentaire, là. On a souvent des visites et il y a beaucoup d'admiration et d'étonnement parce qu'après, les personnes leur disent que elles pensaient pas que des personnes déficientes visuelles étaient capables d'en faire autant. Ça peut être impressionnant quand on voit une personne non-voyante avec un couteau qui fait 30-40 cm, Bien avec des sûr. machines dangereuses. Et donc oui, il y a beaucoup d'admiration. Donc ça casse les a priori, les préjugés que certains peuvent avoir. Complètement. Qu'est-ce que vous, en tant que proche éducatrice de Jérôme, vous trouvez que ça lui a apporté au quotidien? Ouais, Jérôme, il a beaucoup évolué entre son arrivée et aujourd'hui. Donc je sais pas si tu veux dire quelques mots sur comment t'étais avant, Jérôme, comment... Bah, avant, ouais, c'était ouais, un peu plus timide, un peu plus Réservé? réservé. Jérôme, il y a quand même eu une métamorphose Ah ouais, bah, vous l'avez qui vu s'est depuis le opérée départ. les premières années. On est passé d'une personne très réservée, distante, enfin on avait un peu de mal à l'approcher, un peu en quelque sorte, quoi, à quelqu'un Et de plus très bavard. ouvert, oui, très consciencieux, très investi et voilà. C'est l'exemple aujourd'hui de participer à ce podcast. Dès qu'il le peut, Jérôme, il est partant pour sensibiliser, pour partager aussi, parce que Jérôme, aujourd'hui, il forme de nombreux collègues et nombreux stagiaires J'allais lui en, poser la di- question. en situation de handicap. Donc voilà, son champ d'action s'est élargi et Donc il a il a des beaucoup de responsabilités, hein. responsabilités. Voilà, c'est ça. Il a beaucoup de responsabilités aujourd'hui. Oui. Et ça vous plaît, Jérôme, d'avoir ces responsabilités, hein, d'être un petit peu le maître, en l'occurrence le formateur, c'est ce que nous expliquait Jeanne. Vous prenez cette tâche à cœur? Ah oui, j'aime faire ça, hein. Transmettre, transmettre mes compétences. Merci beaucoup, hein. Merci à vous deux, hein. Merci aux invités pour leur témoignage et leur sincérité, hein. Pour conclure, le regard sur les malvoyants et les aveugles doit changer. N'oublions surtout pas que le handicap est avant tout du lien humain. À bientôt, hein, dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI et présenté par Caroline Pilastre. Pourquoi pas moi?